Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous présenter, en fait, dire les choses très simplement, quelques traits récurrents des réactions populaires aux attaques terroristes dans les villes européennes depuis le 11 septembre. C'est pour ça que le titre de mon intervention, c'était « De Madrid à Bruxelles », schéma, ou donc patterns en anglais, de réactions aux attaques terroristes dans les villes européennes, puisqu'en fait, cette présentation va se fonder sur deux sources principales. La première, c'est l'enquête que j'ai réalisée dans le cadre de ma thèse et qui donc a donné lieu à la publication de ce livre depuis, qui était une étude donc sur les réactions des Européens au 11 septembre et aux attentats de Madrid en 2004 et de Londres en 2005. Et puis depuis, donc, la deuxième source, c'est un travail de recherche en cours sur les réactions populaires aux attentats de janvier et de novembre 2015 à Paris. Donc travail en cours avec Sarah et d'autres chercheurs, on a constitué un collectif. Et voilà, et sachant qu'on se pose aussi la question des liens qui pourraient être faits avec des collègues belges qui s'intéresseraient aussi à cette thématique pour étendre la comparaison jusqu'au terrain belge sur lequel, je le dis tout de suite, je n'ai pas moi-même directement travaillé. Voilà. Cette enquête, dans les deux cas, elle se fonde sur les mêmes types de matériaux. Le matériau empirique principal, ce sont l'ensemble des documents au travers desquels s'exprime matériellement l'émotion populaire dans ce genre de circonstances, et aussi, désormais, postés sur Internet. Enfin, désormais, pour le 11 septembre, c'était déjà le cas, sauf qu'aujourd'hui, en plus, ces réactions, on peut les voir sur les réseaux sociaux, ce qui est autre chose, et ce qui n'était pas le cas pour les attentats du 11 septembre de Madrid et de Londres, puisque les réseaux sociaux apparaissent après. Alors, en soi, le fait qu'on ait comme ça des documents écrits qui soient déposés dans l'espace public en réaction à un événement traumatique n'est pas un phénomène spécifique aux attentats, aux attaques terroristes. On observe ça pour d'autres types de deuil qui revêtent un caractère collectif et public, c'est-à-dire que vous avez ça après des school shootings, des tueries dans des établissements scolaires. Il y a eu de belles études aux États-Unis là-dessus. Vous l'observez aussi après, on peut l'observer après le décès de personnalités, par exemple Lady Diana à Paris, la flamme du pont de l'Alma, là où elle est décédée, pendant des années, était comme ça, couverte de messages que les touristes venaient déposer. Bon. Après la mort de Michael Jackson aussi, moi je sais que j'étais à Londres à ce moment-là en train de faire mon travail d'enquête sur les réactions d'attentats de Londres, et vous aviez à Trafalgar Square, à Piccadilly Circus, tout plein comme ça d'hôtels constitués en hommage à Michael Jackson avec plein de messages disant voilà ce que les gens ressentaient pour le décès de Michael Jackson. Donc ce phénomène n'est pas spécifique aux attaques terroristes. Par contre, le contenu de ces messages revêt dans la situation d'attaque terroriste un caractère particulier. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. C'est-à-dire que ces documents ne sont pas aussi creux et aussi pauvres qu'on pourrait le penser a priori. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des litanies de formules de condoléances, ce ne sont pas que des litanies de « nous vous oublierons pas » ou « reposez en paix, on est de tout cœur avec vous ». On a des formules comme ça, mais c'est loin de constituer l'essentiel de ce qu'on peut lire dans ces documents. Et donc en fait, si on prête attention à ces documents, et surtout si on embrasse la masse des documents, c'est-à-dire si on les prend à l'échelle de dizaines de milliers, et si on en propose un traitement quantitatif, ce que j'ai donc fait dans mon travail de thèse et dans ce livre, on voit dégager des schémas récurrents de réaction, et ces schémas récurrents permettent, il me semble, de comprendre en quoi est-ce que des personnes qui ne sont pas directement affectées par les attentats, c'est-à-dire qui ne sont pas directement victimes, qui ne connaissent pas directement des gens qui soient victimes, se sentent pourtant quand même concernées, au point de faire la démarche de venir sur place, déposer un message, ou d'adresser un message par Internet, etc. Donc ça permet de comprendre, autrement dit, quels sont les ressorts affectifs que leur réaction à l'attentat met en jeu. Et il me semble, ça va être le cœur de mon propos ce soir, qu'il y a des ressorts affectifs propres aux réactions des habitants des villes européennes à ces attentats, à ces attaques. Et donc je vais vous donner une série d'observations à ce sujet. Voilà. Observations tirées de l'observation des matériaux empiriques. La première observation, c'est que dans ces réactions aux attentats, on a une très forte identification à l'échelle des villes en elles-mêmes, plutôt qu'à l'échelle des nations dont ces villes sont les capitales. Madrid est la capitale de l'Espagne, Londres la capitale du Royaume-Uni, Paris la capitale de la France, Bruxelles la capitale de la Belgique, et pour tous les documents que j'ai pu voir jusqu'à présent, donc je ne parle pas là de Bruxelles,
ce qui ressort très nettement, c'est que les gens réagissent d'abord et avant tout en tant qu'ils sont habitants de la ville frappée, et pas en tant qu'ils sont citoyens, ressortissants du pays où l'attentat a lieu. Et là, on voit tout de suite un décalage déjà entre la prégnance dans le discours médiatique, le discours public, porté notamment par des représentants politiques, qui présentent chacune de ces attaques comme des attaques contre la nation dans leur ensemble. L'attaque de Madrid est une attaque contre l'Espagne, voire contre l'Europe, etc. Et ce que les citoyens ordinaires mettent eux en avant dans leur réaction, à leur échelle, qui n'est pas donc le sentiment de commune appartenance à la nation, mais qui est avant tout le fait d'être citoyen de la ville frappée. C'est-à-dire que concrètement, dans un corpus, par exemple, de 59 000 messages de réaction, de réaction à l'attentat de Madrid, le terme Madrid revient plus souvent que le terme Espagne. Tout simplement, pour donner un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, le terme Madrid revient plus que le terme Espagne. C'est celui qui est le plus souvent invoqué dans les messages. Ce qu'on retrouve aussi, ce sentiment d'être concerné à l'échelle de la ville, et s'exprime aussi au travers d'un sentiment de fierté d'appartenir à la ville qui endure ça et qui réagit comme elle réagit, positivement. Tous les messages qui disent, voilà, on est descendu dans la rue, on s'est rassemblés, et je nous ai trouvé très dignes, très beaux, très, très forts, et moi je me sens fier d'appartenir à cette ville qui réagit comme ça. Ça, vous le retrouvez après l'attentat de Madrid, très nettement après ceux de Londres aussi, parce que la fierté d'être londonien à ce moment-là, elle a aussi un lien avec le fait que Londres vient d'avoir les Jeux Olympiques la veille. Donc on a une prégnance très très forte de ce discours de fierté d'être londonien. Et pour ce que j'ai pu en voir, on le retrouve aussi dans une certaine mesure dans les réactions d'attentats de Paris. Pensez par exemple à tout le discours sur les réseaux sociaux qu'on a pu voir sur le fait d'aller en terrasse comme acte de résistance. Voilà, c'est un mode de vie parisien, j'en suis fier et je continuerai à aller en terrasse, etc. On n'aura pas peur. Bon. Qui rappelle beaucoup la manière dont les Londoniens eux-mêmes réagissent aux attentats de 2005. Une autre manifestation de cette identification à l'échelle des villes, c'est le fait que l'événement forge chez certains un sentiment d'appartenance. Et notamment chez ceux qui donc n'y sont pas nés, y sont arrivés, sont immigrés. Un exemple de ça, un exemple public, vous pouvez trouver en librairie, c'est le livre de Art Spiegelman sur le 11 septembre, sa BD « À l'ombre des tours mortes », où Art Spiegelman explique qu'il s'était toujours conçu comme étant un cosmopolite déraciné, et que c'est au moment du 11 septembre qu'il s'est rendu compte que non, en fait, il appartenait quand même à quelque chose, à un lieu, et qu'il se sentait en fait new-yorkais. Et on a donc tout plein de réactions aux attentats qui traduisent ça de la même manière. Ce qui veut dire aussi, et ça sera ma seconde observation, qu'en dehors des villes frappées, ce qu'on observe, c'est que le sentiment d'être individuellement concerné par l'attentat tient à des facteurs personnels qui font que l'on connaît ou pas la ville où l'attentat a lieu, plutôt qu'à la simple activation d'un sentiment d'appartenance au pays dont cette ville est la capitale. C'est-à-dire que concrètement, on voit dans les messages les gens qui expliquent qu'ils se sentent particulièrement concernés, ils habitent, prendre le cas de l'attentat de Madrid en 2004, que ce soit des gens qui habitent à Palma de Majorque ou des gens qui habitent à Paris, ceux qui font la démarche d'écrire un message disent « je me sens particulièrement concerné parce que je connais Madrid ». Et j'y suis passé pour des vacances, j'y ai fait des études, j'y ai passé ne serait-ce que 6 mois, je connais la ville, je peux me la représenter, et du coup, pour cette raison-là, je me sens plus concerné. Donc, y avoir vécu, y avoir séjourné, ne serait-ce que passer des vacances, peut faire la différence. Et évidemment, y connaître des gens, y avoir des amis ou des parents, a fortiori, pour lesquels on se sera inquiété en apprenant que l'attentat avait lieu. Ce qui fait que donc, les messages de soutien, de condoléances qui sont adressés aux victimes par ces personnes-là, prennent souvent la forme d'un récit de soi. Les gens se racontent à la première personne du singulier pour expliciter justement ces facteurs personnels qui font qu'elles se sentent liées au lieu. Donc, c'est-à-dire que, une fois encore, la personne qui habite à Palma de Majorque ne réagit pas explicitement en se disant « je me sens touché en tant qu'Espagnol et en tant que c'est une agression contre l'Espagne », elle réagit en disant « voilà, moi, je connais Madrid, et du coup, quand je vois à la télé ce qui se passe à Madrid, ça me touche parce que je connais Madrid. » De la même manière qu'un Français ne réagira pas en disant, sauf très rares exceptions, ça existe, mais ce n'est pas la norme, ne réagira pas en disant « je me sens européen et ça a lieu dans une ville européenne et en tant qu'Européen, je me sens concerné », mais réagira en disant « je connais Madrid, j'y ai fait 3 mois en séjour Erasmus, et du coup, voilà, ça me touche plus que si je ne connaissais pas cette ville. » Et du coup, ce qu'on observe aussi, c'est que les réactions dans les campagnes des pays frappés ressemblent souvent plus, dans leur formulation,
à des réactions depuis un pays étranger, plutôt qu'à des réactions des habitants des villes frappées. Ce que je vous disais à l'instant, il n'y a pas vraiment de différence de forme, de schéma, entre la réaction d'un Espagnol qui habite à Palma de Majorque et la réaction d'un Parisien à l'attentat de Madrid. Elles ont le même contenu. Et après l'attentat de Londres, c'est très clair. Il y a des reporters qui l'ont remarqué, il y a eu des reportages là-dessus, des articles dans la grande presse qui disent qu'après l'attentat de Londres, en fait, quand vous vous baladez dans le Yorkshire, par exemple, les gens en parlent au café du coin, mais qu'ils n'en parlent pas comme si ça leur était arrivé à eux. Voilà. C'est un attentat qui a lieu à Londres, et ça arrive à des gens qui vivent à Londres, dans ce mode de vie métropolitain, les transports en public, etc. Quand vous vivez à la campagne, que vous ne prenez pas le métro quotidiennement, etc., bon, ben, vous ne vous sentez pas autant concerné. Le sentiment de commune appartenance à la même nation ne suffit pas à faire qu'on se sent touché, bouleversé par l'événement. Et c'est-à-dire que dans la formulation même des messages, les gens qui habitent dans la campagne anglaise écrivent « Nous sommes avec vous », exactement comme un Parisien va pouvoir l'écrire à un Londonien. « Nous sommes avec vous, vous qui êtes touchés par l'attentat ». On n'est pas dans le registre du « Nous sommes unis », tous ensemble dans cette épreuve qui nous concernerait tous. Et ça, bon, vous voyez, c'est à ce moment-là, l'attentat révèle une sorte de coupure qu'on retrouve encore là. Enfin, on peut faire le parallèle, si vous voulez, avec le Brexit, la manifestation à Londres hier, les gens avec des pancartes « Indépendance pour Londres ». Bon, voilà, ça renvoie à ce genre de choses aussi. Ça renvoie aussi, évidemment, par ailleurs, à des différences de mode de vie. Alors on peut se poser la question, pour l'instant je n'ai pas les réponses à ça, c'est des choses qu'on va chercher à explorer, se poser la question de savoir si ça a été la même chose en France ou pas. On pourra en débattre, mais voilà, est-ce que, ou pas, il y a eu ce sentiment que ce qui est arrivé à Paris en janvier et en novembre ne peut pas arriver dans la campagne auvergnate, si vous voulez, ou la campagne picarde, plus près d'ici. Et que du coup, voilà, dans ces campagnes-là, on s'est moins senti concerné, que finalement on a pu se sentir concerné dans une autre métropole européenne, comme Bruxelles ou Madrid, par exemple. Est-ce que le sentiment de proximité par rapport à des attentats comme ceux du 13 novembre a été plus fort dans les métropoles européennes plutôt que dans la campagne française? C'est une question qu'on peut se poser, une question de recherche à laquelle pour l'instant je n'ai pas la réponse. En tout cas, ce que je viens de vous dire là, le fait que donc ça renvoie aussi à une question de mode de vie, touche à une troisième observation importante, qui est que l'identification avec les victimes passe aussi bien souvent, et ça c'est quelque chose qui ressort assez peu, une fois encore dans les discours médiatiques portés sur ces événements-là, c'est que cette identification, dans la réalité, elle passe aussi bien souvent par ce que j'appelle dans mon livre des communautés de conditions. Et en l'occurrence, quand les bombes explosent dans des transports publics, dans des bus, dans des métros, dans des trains de banlieue, la condition d'usager des transports publics. Et donc vous avez des gens qui réagissent explicitement à ce titre-là, qui signent leur message en tant que, voilà, ils sont usagers des transports en commun, en tant qu'ils sont travailleurs, les gens qui réagissent en tant que travailleurs urbains, et qui disent, voilà, ces événements, c'est toujours pareil, les bombes ne tuent pas les dirigeants qui ont leurs chauffeurs, etc. Les bombes tuent les travailleurs qui prennent le métro tous les matins pour aller travailler. Voilà. Et de ce point de vue-là, il y a une forme d'international des travailleurs qui prennent le métro dans toutes les villes européennes, et on est tous concernés par ça. Les bombes explosent à Paris, elles auraient pu exploser de la même manière à Berlin ou à Madrid, et ça nous concerne en tant que nous, on prend les transports en commun, et donc on est exposé à ça. Ça ne concerne pas ceux qui ne les prennent pas. Et donc de ce point de vue-là, on peut aussi avoir l'impression que quelqu'un qui prend le métro tous les jours pour aller au travail à Bruxelles se sent plus concerné par l'attentat à Madrid que quelqu'un qui vit dans la campagne espagnole. Et on peut évidemment transposer ça aux attentats de novembre 2015, en se demandant dans quelle mesure des gens qui sont fans de concerts de rock, qui vont à des concerts régulièrement, se sentent pas plus concernés par un attentat au Bataclan durant un cancer, selon cette base de cette communauté de conditions, que quelqu'un qui n'a pas cette pratique culturelle-là. De la même manière, le fait d'être habitué d'aller aux terrasses de café des métropoles européennes, boire des verres le vendredi soir, on fait une différence avec les gens qui habitent en banlieue ou en campagne, où le soir, tout est fermé, on ne boit pas un verre, on reste chez soi, et où du coup, on n'est pas exposé à des gens qui viendraient tirer la Kalachnikov sur les terrasses de café. Ce que je vous dis là a évidemment, vous le comprenez bien, des implications sur l'interprétation de l'événement, sur le sens qui lui est attribué. Ça sera ma quatrième et avant-dernière observation, puisque finalement, vous voyez bien que cette prégnance de l'identification à l'échelle des villes par rapport à celle des nations, l'importance aussi du mode de vie, de la communauté de conditions, fait que bien souvent, du point de vue des habitants des villes européennes frappées, ce qui est attaqué par les terroristes, ce n'est pas tant les nations, comme le déclarent les représentants des pays. Ce qui est frappé, ce sont avant tout des métropoles cosmopolites.
Et de ce point de vue-là, on peut faire un trait d'union entre Madrid, Londres, Paris, Bruxelles, New York, initialement. Métropoles cosmopolites avant d'être des capitales nationales. Où habitent des gens qui ne sont pas à Madrid, des gens qui ne sont pas forcément espagnols, à Paris, des gens qui ne sont pas forcément français, etc., et qui sont pourtant aussi victimes des attentats. Donc, de ce point de vue-là, on a une lecture de l'événement qui consiste à dire que cet événement ne concerne pas simplement le pays frappé, ce n'est pas uniquement une attaque contre la France, mais c'est une attaque contre le 13 novembre, n'est pas une attaque contre la France, mais une attaque contre le monde entier, parce que des gens du monde entier vivent à Paris. Et ça, c'est particulièrement fort d'ailleurs dans la réaction à l'attentat de Londres. Donc, c'est-à-dire l'adoption, si vous voulez, d'un point de vue, ce que j'appelle dans mon livre, un point de vue cosmopolitique sur les attentats. Et qui engage aussi une interprétation différente des réponses à y apporter. C'est un point important parce que l'identification à l'échelle des villes, on peut la comprendre comme étant une identification qui est ouverte, qui permet à des étrangers, vous pouvez venir de n'importe quel pays, vous installer dans une ville comme Bruxelles ou Paris et y vivre votre vie, grosso modo. C'est une identification qui est ouverte. On peut être hongrois, polonais, français et se sentir bruxellois quand on est à Bruxelles le jour d'un attentat. Bon. Alors que l'identification à l'échelle d'une nation, elle est par définition fermée. Alors, on est français ou on ne l'est pas, on est belge ou on ne l'est pas. Et donc cette identification nationale, historiquement, sociologiquement, elle se constitue dans une dialectique fermée. C'est nous contre eux. Quand l'identification se joue à l'échelle de la ville, donc, il y a une résistance à cette dialectique amis, ennemis, nous, eux, nationaux, étrangers. Et donc, on a une résistance aussi à la lecture nationaliste des attaques terroristes. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà présent. Je n'ai pas travaillé dessus, mais il y a une littérature là-dessus. Et d'ailleurs, Robin Wagner-Pacifici vous en parlera peut-être. Il y a une lecture abondante sur la manière dont les New-Yorkais eux-mêmes ont réagi sur ce mode-là au 11 septembre. C'est-à-dire en manifestant publiquement dans leurs messages à Washington Square, à Trafalgar Square, etc., des réticences à l'égard d'un phénomène de nationalisation de leur ville, dans l'après 11 septembre, et tout le discours nationaliste administré par George W. Bush, qui a complètement saturé l'espace public et médiatique américain dans les jours qui ont suivi. Les mouvements pacifistes contre la guerre en Afghanistan, contre la guerre en Irak, ils sont d'abord nés à New York. Et ça, on l'a retrouvé aussi en Europe, d'ailleurs, à travers le hiatus, entre le passage, la substitution de « nous sommes tous New-Yorkais » à « nous sommes tous Américains ». Le premier mouvement de solidarité en Europe, il se dit « nous sommes tous Américains ». Et puis, au bout de 3-4 jours, on passe à « nous sommes tous New-Yorkais ». Ce qui traduit cette évolution-là, la perception du 11 septembre comme n'étant pas uniquement un attentat qui concerne les États-Unis en tant que nation, mais qui concerne le monde entier, l'humanité tout entière. Et là, donc, je vous parle du hiatus entre le niveau national et le niveau cosmopolite. Évidemment, comme on est à Bruxelles, on peut dire un mot aussi de l'échelle européenne ici. On voit bien, donc, si vous voulez, dès qu'on va voir les matériaux, le décalage entre les discours qui sont portés sur l'attentat par les journalistes, les intellectuels, les représentants politiques, et les réactions populaires, une fois encore. Et par exemple, l'attentat de Madrid, avant celui de Bruxelles, avait été qualifié de 11 septembre européen. Toute la une des journaux était axée là-dessus, c'est un 11 septembre européen. Dans les 55 000 messages dont je vous parlais de réaction d'attentat de Madrid, le terme « Europe » revient 45 fois. 45 fois sur 59 000 messages. Donc, c'est absolument pas... Les gens ne réagissent pas... Quand je dis le terme « Europe », c'est Europe ou européen, d'ailleurs. Les gens ne réagissent pas en disant « c'est une attaque contre l'Europe » ou ne réagissent même pas... Un Français ne réagit pas en disant « je me sens concerné en tant qu'Européen ». L'Europe est complètement absente de ces réactions-là. Bon. Et pour les attentats de Bruxelles, donc, c'est pareil. On a retrouvé l'idée que cet attentat n'était pas qu'une attaque contre Bruxelles ou contre la Belgique, mais contre l'Europe, contre la capitale de l'Europe, qu'est Bruxelles. Se pose vraiment la question, il faudra aller voir les matériaux, de a-t-il vraiment été vécu ainsi, et si c'est le cas, par qui? Et alors certes, la station de métro du quartier européen a été frappée, mais on pourrait se poser la question de est-ce que les réactions seraient exactement de même nature si demain, le Parlement européen, à Strasbourg, par exemple, venait à être délibérément ciblé par une voiture piégée, par exemple. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, ces discours médiatiques, je vous explique qu'il y a un hiatus entre les deux. Mais évidemment que ces discours médiatiques ont une portée, ils ont une dimension performative sur les réactions populaires. On voit des messages aussi qui les répètent, qui les reproduisent, qui les citent. Sur Twitter, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on le voit très bien à travers les retweets, ceux qui retweetent les déclarations de François Hollande, du président de la Commission européenne, donc voilà, qui les reprennent à leur compte. Mais on a aussi une dimension critique, et il ne faut pas perdre de vue que ces discours médiatiques ont avant tout une portée symbolique. Ils visent à conjurer des divisions,
et en tant que tel, donc, tendent aussi à occulter une réalité qui est celle des réactions populaires, celle que je vous décris là, qui fait qu'en fait, quand une capitale européenne, une ville européenne, une capitale nationale est frappée, tout le monde dans le pays qui est concerné ne se sent pas concerné avec la même intensité. Voilà. Tout le monde ne se sent pas concerné par un attentat à Paris uniquement parce qu'il a lieu à Paris, qu'il se sent français et qu'en tant que Français, on devrait tous se sentir concernés. Ça, c'est le discours à un niveau normatif et symbolique. Dans les faits, ensuite, les gens sont plus ou moins bouleversés selon leur rapport à la ville. Et il y a une vraie différence entre ceux qui habitent la ville et qui le vivent à cette échelle-là et ceux qui ont un autre rapport à cette ville-là. Dernier mot pour conclure, et ça sera la 5e et dernière observation donc, ça s'observe aussi au niveau des valeurs qui sont invoquées. On a un beau livre de Béatrice Frankel, anthropologue, consacré aux écrits post-11 septembre, où elle dit que dans ces moments-là, quand on lit ces messages, on se retrouve plongé dans un grand bain de valeurs, dit-elle. Et c'est vrai, ces messages invoquent des grands mots, des grandes valeurs universelles sont invoquées, mais là encore, en fait, dans les discours médiatiques, ce qui ressort le plus, c'est l'accent mis sur les valeurs officielles des pays frappés, c'est-à-dire la liberté, dans tous les cas, toutes les villes européennes, la liberté, parce que ce sont des démocraties qui sont frappées, et puis dans le cas de la France, l'égalité et la fraternité aussi. Et si vous allez voir les messages de réaction populaire, ce ne sont pas les valeurs les plus récurrentes. La liberté, dans tous les messages que j'ai pu analyser après le 11 septembre, Madrid et Londres, la liberté est moins citée que la paix, par exemple. Une valeur qui revient très peu dans les discours médiatiques, c'est la paix, et elle est omniprésente, elle sature les réactions des individus ordinaires. La préservation de la paix comme étant vraiment la valeur la plus sacrée à opposer à cette situation, aux attaques terroristes. Bon. L'amour et la vie aussi, quasiment absentes des discours médiatiques et politiques, et qui reviennent quasiment autant que la liberté dans les réactions populaires, ce qui renvoie à des ressorts religieux, etc., évidemment, je ne développe pas. La tolérance et le respect également. Bon. Tout ça pour vous dire qu'on a une autre constellation de valeurs mises en avant par les citoyens qui dessine finalement les contours d'une autre réponse possible aux défis terroristes que la réponse sécuritaire et militaire. On voit bien comment, à travers ces appels à la tolérance, au respect, à l'amour, à la paix, etc., on a aussi une appétence des citoyens qui réagissent aux attentats pour des réponses publiques aux attentats qui relèveraient plus de moyens accordés non pas seulement aux policiers et à l'armée, mais aussi à la justice ou à l'éducation. Voilà, j'ai tenu le temps de parole.